Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si l'on joue à 5 contre 5 au basket, ce n'a pas toujours été le cas. Saviez-vous que le premier match, en 1892, a opposé deux équipes de 9 joueurs? Pourquoi ce nombre-là? Parce que la classe de James Naismith était composée de 18 étudiants, tout simplement. Jusqu'à 1897, où le nombre de 5 joueurs par équipe a été fixé par les règles, il y a eu différentes expérimentations, allant même jusqu'à avoir 50 joueurs en même temps qui s'opposaient sur le terrain. Autant dire que c'était carrément chaotique. Il faut également savoir que jusqu'à 1934, il n'y avait pas de remplacement, et donc les équipes étaient composées simplement de 5 joueurs, pas un de plus. Ce n'est qu'à partir de 1934 qu'il y a commencé à avoir des remplacements au cours des matchs. Les équipes étaient composées de 7 joueurs, 5 joueurs sur le terrain, 2 remplaçants. Et il n'y avait pas d'entraîneur pour faire ces changements, c'était simplement le capitaine qui pouvait effectivement décider d'un changement en cours de match. Petite particularité là aussi, les joueurs ne pouvaient faire des changements que 2 fois maximum par match, pas plus. Un premier changement est opéré après les JO de Berlin, où le nombre des joueurs par équipe croît de 7 à 10 joueurs. Mais toujours avec les mêmes contraintes, pas d'entraîneur, pas de consignes possibles pendant le cours du match, et seulement 2 remplacements par joueur et par match. Ce n'est qu'en 1948 que les changements deviennent illimités. Et la petite particularité, c'est que ce coup-ci, on a droit à avoir un entraîneur sur le banc qui peut prendre jusqu'à 4 temps morts dans le match. Néanmoins, il ne peut toujours pas donner de consignes directement à ses joueurs. Ce n'est qu'en 1952 que l'entraîneur peut enfin donner des consignes, à la condition effectivement qu'ils ne rentrent pas sur le terrain et que les joueurs, eux, par contre, y restent. L'évolution de la place du coach est significative. Avant 1934, le coach, qu'on appelait également manager à cette époque-là, était simplement le soigneur. Les propos rapportés d'un sélectionneur de l'équipe de France sont les suivants. Les joueurs savent très bien ce qu'ils ont à faire, puisque ce sont les meilleurs. Leurs connaissances spontanées sont bien suffisantes, donc laissons-les jouer avec leur habitude et n'intervenons pas dans la technique. C'est à cette époque que naît le ripopo, le fameux jeu débridé à la française où ça court partout et plutôt n'importe comment, il faut le reconnaître. Parallèlement à ça, dès 1910, les Américains s'organisent avec des coachs dans les universités et le basket est enseigné en tant que tel. On voit donc une réelle différence de niveau qui s'opère entre le basket pratiqué outre-Atlantique et celui pratiqué en France. Donc on voit bien qu'avant-guerre, le basket n'est pas forcément cadré. Et la technique ou la tactique ne s'enseigne pas en tant que telle. Les premières formations de cadres apparaissent dès 1943. Et c'est l'apport de joueurs comme Michael Rusgis qui fait évoluer énormément la pratique. On a également un autre phénomène, c'est la structuration de la FIBA et les rencontres internationales qui permettent aux joueurs de se confronter à d'autres pays et aux entraîneurs de commencer à échanger leurs points de vue. Ce sont ces échanges qui contribuent à faire avancer le niveau. Pour autant, le basket français connaît une période un petit peu compliquée avec des querelles d'entraîneurs comme celle de Robert Busnel et Émile Frézeau qui sont 2 personnalités complètement différentes et 2 approches également différentes. D'un côté, Robert Busnel, très pragmatique, qui est l'un des premiers professionnels à avoir joué en France, sachant qu'à l'époque c'était tout simplement interdit. Et Émile Frézeau qui était plutôt lui scientifique, professeur de PS et qui avait une autre approche de l'activité. En raison de leur guerre à tous les deux, malheureusement le basket a connu ce qu'on a appelé une ère de glaciation où il y avait peu de communication vers les territoires. Et ça n'a pas aidé justement à faire élever le niveau de la pratique dans les années 60. Depuis évidemment, la place du coach, elle, est prépondérante. Ses actions pédagogiques sont évidemment incontournables pour le bon déroulement d'une rencontre et la compréhension des joueurs de leur rôle sur le terrain. Voilà, c'était la dernière de cette série de vidéos sur l'histoire du basket. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous le marquer dans les commentaires. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ces moments d'histoire avec vous. Je vous souhaite à tous un très bel été ensoleillé et au plaisir de se croiser au bord des terrains. A très bientôt.